bienvenue à tous et merci de votre fidélité. Les petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne et particulièrement au Togo jouent un rôle essentiel dans le développement économique dans le cadre de sa politique d'inclusion socio-économique et de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé a augmenté à 25% en avril 2019 la part d'attribution des marchés publics aux jeunes et aux femmes entrepreneurs. Cependant, les jeunes entreprises font face à des défis en matière de culture fiscale, ce qui peut compromettre leur pérennité. Avec notre invitée experte en entrepreneuriat et consultante en accompagnement des PME, nous allons discuter des stratégies d'accompagnement en matière de culture fiscale. Son nom, Madame Medissa Sama, présidente de CGET, Confédération des juniors entreprises du Togo. Bonjour Medissa, merci d'honorer notre plateau. Merci Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Alors, d'entrée de jeu, pourquoi la création de CGET et quelles sont bien sûr les missions assignées à votre confédération? Alors, il faut dire que la Confédération des juniors entreprises du Togo est née d'un constat simple et alarmant. C'est que la majorité des entreprises et coopératives sont fragiles, peu structurées et naturellement isolées. Et donc, la Confédération s'est créée justement pour former, fédérer, connecter et plaider pour ces PME-là. Nous voulons leur offrir un cadre pour accéder aux opportunités. Nous voulons aussi les aider dans tout ce qui est défis juridiques, fiscaux, administratifs et surtout aussi les accompagner sur les aspects donc, de structuration de leur organisation, si c'est une coopérative ou leur entreprise, si c'est une PME. Voilà. Parfait. Et ça a vu le jour en quelle année? Alors, disons qu'officiellement, c'est en 2023, mais oui. Ça a commencé depuis 2018, juste oui. après les 20% des parts de marché réservées aux jeunes et aux femmes. Voilà, on avait commencé en tant qu'une cellule et ensuite on a évolué après les programmes Carrefour Jeunes vers donc, la CGET. Parfait. Alors, la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes est aujourd'hui perçue comme un moyen pour l'État de lutter efficacement contre la pauvreté. Pour les entrepreneurs eux-mêmes, c'est une opportunité d'acquérir, bien sûr, une autonomie financière et de contribuer au développement local. Quels commentaires cela vous inspire, Mathilde? Sans aucun doute, je suis d'accord que l'entrepreneuriat est quand même une solution d'inclusion socio-économique, mais à condition. À condition. Que ce soit bien préparé. Ah oui. Parce que s'il n'y a pas une vraie préparation préalable, eh ben, ça peut virer au cauchemar et je pense que certains comprendront justement quand on en parle. Parfait. Alors, parmi les différentes catégories d'entreprises, on observe aujourd'hui une émergence des TPME, très petites et moyennes entreprises. Quels sont donc vos conseils à l'endroit de ces gens-là en matière, bien sûr, de la démarche à suivre afin de se lancer efficacement aujourd'hui dans l'entrepreneuriat? Parce que tout le monde se dit entrepreneur. C'est ça. En fait, déjà, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a un b.a.-ba. À part le fait de maîtriser une compétence, il faut se faire accompagner. Et ça, dès le début. On va partir des b.a.-ba. Le b.a.-ba d'abord, c'est quoi? Alors, déjà, il faut une compétence. Qu'est-ce que j'ai à offrir? Ça peut être un savoir-faire, ça peut être une idée, donc un produit qu'on veut mettre sur pied. Il faut une compétence qu'on maîtrise. Une fois qu'on sait que voilà, j'ai cette compétence ou j'ai ce savoir-faire-là, il faut l'information. Il faut s'informer, il faut savoir dans le domaine où je veux me lancer, quel est le cadre juridique, quelles sont les informations essentielles. Les lois qui régissent votre domaine d'activité. La fiscalité. On en reviendra probablement. Oui. Mais pas que. Est-ce qu'il y a par exemple des autorisations spéciales? Est-ce qu'il y a des certifications? Qui sont ceux qui sont déjà dans ce domaine? Est-ce que j'ai déjà assez d'éléments pour avoir une idée claire? Et là, ça commence par justement se faire accompagner. C'est pour ça que je disais, dès le départ, il faut se faire accompagner. Donc, une fois qu'on a son idée, une fois qu'on a son projet, qu'on s'est informé, on pense que oui, c'est vraiment quelque chose que je veux faire. La toute première chose, c'est de se faire accompagner. Je dis souvent aux gens, imaginez que vous voudriez conduire une Range Rover, ok? Oui.
il faut que vous ayez un permis. Vous devez d'abord apprendre à conduire une voiture, apprendre le code de la route et avoir quelque chose qui témoigne ça. Ça veut dire que vous avez un permis qui dit que effectivement vous avez passé au test et que vous pouvez conduire votre voiture. Mais imaginez quelqu'un qui ne sait pas aller en voiture par exemple, mais qui a une voiture devant, qui n'a pas de chauffeur. Vous voyez que la voiture ne servirait à rien. Hein? Oui. Donc c'est pareil, vous avez votre idée, vous la clarifiez un peu, vous cherchez l'accompagnement et le business model. Les gens ne savent même pas pourquoi ils créent des entreprises. Une entreprise qui ne gagne pas de l'argent, ce n'est pas une entreprise, ça doit être une association. Et donc, il faut un business model. Même dans les associations, on ne vise pas au moment de... Oui, en fait, on dit but non lucratif. Dans les associations, ce qu'on vise, c'est que les ressources permettent de viabiliser de tenir on va dire, les charges de l'association. Mais dans l'entreprise, c'est plus que ça. Vous devez gagner de l'argent, vous devez être fiscalement en règle, vous devez pouvoir réinvestir, développer et aller loin. Donc, il faut un business model solide et viable, mais pas que. Il faut aussi... il ne faut pas négliger aussi le cadre juridique et fiscal. Il faut connaître à quoi on est assujetti, quelles sont les charges et en prendre compte dès le début. Ce n'est pas qu'on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de fonds, beaucoup de sacrifices, qu'on se retrouve justement sur le coup de la loi et on perd tout. On perd tout dans la foulée. C'est là quelques étapes qu'on doit avoir, les béabas, qu'on doit avoir forcément avant bien sûr de se lancer. C'est ça. Et tout ça, c'est la mentalité. Peut-être que je ne l'ai pas, je n'ai pas insisté sur le mindset, mais quand on veut entreprendre, ici, il faut être très fort, il faut pouvoir avoir des soft skills, il faut pouvoir avoir un mindset qui vous aide justement à avancer. Si vous ne travaillez pas sur cela, eh bien, vous aurez du mal à chaque difficulté à avancer. Voilà. Alors, dans votre confédération, vous êtes bien sûr là et vous accompagnez des jeunes qui veulent bien sûr aller sur ce terrain. Il vous arrive des fois d'avoir des jeunes qui ont un accès facile, qui comprennent aussi facilement, ou vous passez des temps fous avant d'aller à l'essentiel. Que la Confédération s'est concentrée sur ceux-là qui veulent avancer. C'est-à-dire que notre objectif, ce n'est pas d'amener tout le monde à devenir de super entrepreneurs, Il faut à la base savoir où on veut aller. Mais une fois que vous arrivez donc à la Confédération, vous êtes déjà en activité, vous voulez grandir, vous voulez aller loin. Ce que nous faisons, c'est justement de vous amener à faire un état des lieux, on va dire un petit diagnostic, pour en même temps entrevoir les défis majeurs ou les faiblesses qui peuvent contrarier votre projet à long terme. Puisque l'objectif, c'est de viabiliser, de vous permettre non seulement de vivre dignement de votre activité, mais de pouvoir impacter votre économie et d'aller à l'international. Et donc, généralement, effectivement, on a des entrepreneurs, des coopérants qui arrivent en voulant juste un aspect. Par exemple, le financement, comme vous le savez, beaucoup, ah oui, j'ai besoin de financement, il me faut un soutien financier, alors qu'ils n'ont même pas de manuel de procédure au sein de leur entreprise, alors que leur coopérative n'est pas assez organisée. Et donc, vous avez beau trouver des financements, parfois c'est difficile donc, de faire comprendre à cette PME ou à cette coopérative que en réalité, le premier besoin, ce n'est pas d'abord le financement, mais c'est de s'organiser, c'est de se structurer et de bien s'entourer. Ainsi, le financement ne sera qu'une résultante. Et une fois qu'on l'aura aidé donc, à obtenir ce financement, il ou elle pourra justement développer plus harmonieusement leur structure. Donc ça arrive, mais heureusement qu'il y en a qui savent où ils veulent aller et qui savent qu'effectivement, nous, on n'est pas dans l'émotionnel, nous sommes dans le rationnel, dans le concret, dans l'objectivité, et on veut avoir des chiffres, on va dire, concrets à montrer, à démontrer, et on veut savoir que ceux qu'on accompagne vraiment sont prêts pour bénéficier donc de cet accompagnement. Parfait. Entrepreneuriat de richesse ou de subsistance, quelle tendance observez-vous très souvent quand vous les rencontrez? Pourquoi? Ce qui motive le choix peut-être l'entrepreneuriat de richesse ou carrément de subsistance? Fantastique, hein? La question est très, très, très belle. En fait, je pense que la réalité est mixte, mais en général, la plupart, c'est vraiment l'entrepreneuriat de subsistance. Et on en observe beaucoup qui se sont engagés beaucoup plus pour
on va dire, résoudre leurs défis de subsistance. Mais nous devons reconnaître que ces dernières années, on remarque quand même une politique inclusive et des mécanismes structurants que l'État a mis en place. C'est par exemple pour moi l'occasion de citer le comité de concertation État-secteur privé. Et d'ailleurs, au passage, je salue le secrétaire exécutif, M. Banyam, qui fait vraiment un travail incroyable. Mais aussi l'unité politique de fiscalité ou l'unité de fiscalité politique UPF. L'unité politique de fiscalité UPF avec M. Ahiakbo et son équipe qui vraiment font preuve d'écoute et de co-construction en impliquant les fêtières donc à la base afin vraiment de discuter des grandes questions qui pourront impacter positivement donc notre économie. Alors, je fais référence à, par exemple, ces genres de structures pour dire qu'avec ces mécanismes qui aujourd'hui montrent une certaine dynamique et évolution, nous pourrons alors aller vers un entrepreneuriat de croissance, un entrepreneuriat durable où les gens vont quitter la subsistance justement pour aller vers la croissance, la viabilité et le développement. Et pour faire tourner l'économie. Pour faire tourner l'économie. Parfait. Exactement. Alors, au sein du CEGET, quelles sont les offres d'accompagnement disponibles pour les jeunes? Vous avez eu à toucher quelques points au départ, mais d'une façon beaucoup plus concrète, concise et claire. Quelles sont ces offres que vous proposez à ces jeunes-là qui se lancent dans le domaine de l'entrepreneuriat? Ok, il faut déjà reconnaître que la Confédération donc, des juniors entreprises du Togo a été mise en place par des entrepreneurs, pour les entrepreneurs et avec ces entrepreneurs. Tous les membres sont des entrepreneurs à la base. Et vous savez, dans l'accompagnement, il faut être entrepreneur pour comprendre le défi de son collègue entrepreneur et mieux l'accompagner. Parce que moi, par exemple, j'ai fait la certification BIT, le programme GEM. Je peux former en tant que formatrice certifiée sur comment gérer une entreprise. Mais si je n'ai pas eu à gérer mon entreprise à moi-même, que je n'ai pas fait face à des défis, aussi bien en interne qu'en externe, c'est très difficile de pouvoir comprendre les réalités donc, des entrepreneurs et de mieux les accompagner. Donc, la toute première chose que la CEGET fait, c'est justement un accompagnement 360 degrés avec un centre d'incubation qu'on appelle 360 degrés, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes bénéficiaire donc, de la CEGET, tous les aspects de votre vie professionnelle et personnelle nous concerne. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais seul, que ce soit sur le plan structurel au sein de votre entreprise, les défis de structuration, les défis d'organisation, les décisions en tant que chef d'entreprise, les relations avec vos fournisseurs, avec vos clients, les relations avec les banques, mais aussi à votre niveau. Je parlais par exemple du mindset. Aujourd'hui, la culture d'entreprise, elle est d'abord incarnée par le premier responsable. Et les études ont montré que l'entreprise ne reflète que son dirigeant. Le dirigeant, en fait, impacte sa structure de par ses forces et ses faiblesses. Donc, les lacunes du dirigeant deviennent les lacunes de l'entreprise. Et donc, sur le plan personnel, nous aidons donc ces PME membres et ces coopératives à développer davantage un mindset qui leur permet d'aller de l'avant, mais aussi des soft skills. Les compétences comportementales aujourd'hui occupent une place très importante. Donc, dans les programmes structurants que nous avons, comme prend le centre d'incubation des juniors entreprises du Togo, quand vous rentrez, vous avez déjà une première analyse qui permet de sortir l'ensemble des besoins qu'il vous faut pour pouvoir vous donner plus de chances. Certains même arrivent avec des problèmes. Déjà avec, ça peut être l'administration publique, ça peut être les banques et autres. Ça nous permet aussi de dresser, on va dire, un petit bilan, un peu comme vous allez à l'hôpital ou vous allez vers un spécialiste qui vous montre là où c'est bon, là où c'est pas bon, et ensemble on définit un plan d'action pour vous accompagner. Mais aussi des ressources mutualisées. Qui dit PME dit peu de moyens. Et je dois rappeler que la CEGET, c'est quand même les moins de 10 ans. C'est-à-dire c'est les entreprises en démarrage. Et donc, du coup, quand vous commencez... Vous ne faites pas avec tout le monde? Non, c'est les entreprises moins de 10 ans. Oui, en démarrage. Vous venez de créer votre entreprise. Jusqu'à vos 9 ans,
vous pouvez être membre de la CEGET. Mais après ça, ce n'est pas possible. Vous pourrez être partenaire, mais pas membre officiel donc de la Confédération. Et donc, quand vous prenez cette réalité où vous venez de vous lancer, en tant que novice, il y a des erreurs que vous allez commettre. En fait, c'est quelque chose que beaucoup ne comprennent pas, ne préparent pas. Donc, on vous aide à anticiper sur un certain nombre de choses. On vous accompagne pour que vous puissiez accéder aux ressources de façon qualitative, mais avec un budget donc maîtrisé, avec la mutualisation des ressources. On vous assiste aussi pour vos défis, que ce soit avec l'OTR, la CNSS, l'ARCOP, les marchés publics. Par exemple, il y a des gens qui veulent aller sur les marchés publics, c'est normal, ils n'ont jamais fait les marchés publics. Ils ont besoin d'être accompagnés, à la fois pour comprendre c'est quoi un dossier d'appel d'offres, mais aussi monter un dossier d'appel d'offres et l'exécuter. Ah oui, c'est important. Absolument. Parce qu'il y a bon de gens qui ne maîtrisent pas. Hein. Absolument. Et donc, nous offrons donc ce cadre structurant et avec un nombre limité, l'incubation, c'est sur 3 ans. Plus 2 ans d'accélération. Mais à part cela, nous avons aussi des contenus à l'eau conseil que on va dire, nous créons du contenu sur l'entrepreneuriat, sur les coopératives, parce que vous savez, être entrepreneur, c'est un tout à la fois. Et généralement, on a du mal à s'en sortir si on n'est pas bien accompagné. L'information, c'est le pouvoir. Mais l'information a un prix. Et tout le monde n'a pas le moyen, justement, reprenez-moi cette partie-là. J'ai dit l'information, c'est le pouvoir. Et donc, ça a un prix. Ça a un prix. Ah oui. C'est important. Ah oui. Expliquez ça aux gens. Parce qu'ils pensent très souvent que quand le journaliste fait son job, mais quand on sollicite un groupe de médias ou une agence, il faut les traiter comme on veut. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Parce que, vous savez, généralement, pour revenir sur le sujet, moi, j'ai toujours dit, les professionnels de l'information, en fait, de tous les partenaires, c'est des gens à chouchouter. Même si vous n'avez pas de moyens, négocier et trouver le moyen de les satisfaire. Votre visibilité en dépend. Il faut négocier avec les hommes de médias. La visibilité, la fiabilité de l'information et même la façon de présenter cette information. Voilà. Vous savez, l'information, dans un contexte mal posé, mais ça vous détruit. Merci. Ça vous détruit. Merci. Donc, c'est aussi ça. Ce combat d'information, que ce soit la veille, que ce soit l'accompagnement, mais aussi au niveau concurrentiel. Et aussi, nous avons une plateforme, un portail qui connecte les PME, les coopératives aux grandes entreprises, aux institutions, pour les marchés publics, pour les marchés privés, pour la sous-traitance. C'est un gisement énorme, inexploité. Une entreprise qui n'a pas de marché, c'est une entreprise qui est morte. Elle ne peut pas survivre. L'entreprise, c'est l'argent, l'activité qui fait justement vivre l'entreprise. Mais beaucoup restent dans leur coin, sont isolés, ne vont pas vers des structures professionnelles comme la nôtre pour pouvoir bénéficier d'un programme. Et nous aujourd'hui, à la CEGET, on a compris que les entreprises qui acceptent donc d'être accompagnées en incubation ont besoin quand même aussi d'accès aux opportunités, à la fois de marché et aussi de financement. Et pour finir, nous avons le programme Carrefour Jeunes. Chaque année, nous allons dans toutes les régions à la rencontre des entrepreneurs, des coopératives, mais aussi de l'administration publique. Nous réunissons sur la même table l'administration publique, OTR, CNSS, ARCOP, Chambre de commerce, tout ce que vous voulez, ICAT et tout ça, mais les autorités locales, gouverneurs, préfets, communes et les partenaires, banques, microfinances, institutions internationales et tout, pour discuter des défis et des opportunités. À la fin, nous sélectionnons les meilleurs qui vont être accompagnés. Déjà, ils vont faire un voyage tout frais payé à Lomé, immersif, pour être connectés aux grandes entreprises, pour visiter les grandes plateformes et pour bénéficier d'autres opportunités qu'on met à disposition. Et enfin, ils sont incubés pour être accompagnés et grandir sur un certain nombre d'années. Voilà de façon ramassée ce que nous faisons à part les plaidoyers. C'est pour ça, par exemple, chez nous, quand vous voulez être membre, il y a d'abord le recensement de vos besoins. Si on ne sait pas quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous faites à l'heure actuelle, de quoi vous avez, de quoi exactement vous avez besoin ou vous voudriez, on ne peut pas vous accepter en tant que membre. Donc voilà à peu près ce que je peux partager en gros sur ce que la CEGET fait. Parfait, Madame Sama Medissa. Je rappelle bien sûr que vous êtes la présidente de CEGET, Confédération des juniors entreprises du Togo. En parlant bien sûr de la culture fiscale, pourquoi est-elle particulièrement importante pour les PME?
Ah, c'est très intéressant. En fait, la culture fiscale est importante pour chaque être humain. Quand vous vivez sur un territoire et vous ne maîtrisez pas la fiscalité qui est appliquée sur votre territoire, vous êtes potentiellement sujet à beaucoup d'ennuis. Donc la culture fiscale, ce n'est pas seulement savoir comment ou combien payer comme impôt, mais c'est aussi comment vous allez viabiliser votre structure, crédibiliser votre structure. Vous savez, généralement, dans des on va dire par exemple, quand on prend les pays développés, les pays qui ont atteint un niveau de performance, on ne vous prend pas au sérieux si fiscalement vous n'êtes pas en règle. Et généralement, les gens pensent que comment je vais dire ça, que ce n'est que dans certains pays que les impôts, on en prend beaucoup, mais je vais choquer en disant, par exemple, quand vous prenez un pays comme le Canada, chaque jour, c'est le combat entre les grands groupes et l'État. C'est-à-dire l'État cherche, à partir donc de la législation, à prendre le plus possible et l'entreprise cherche aussi à pouvoir payer le juste impôt, sinon le moins possible. Mais naturellement, on sait que dans nos pays, on a un défi au niveau donc, de la fiscalité. Donc pour revenir au sujet, j'aimerais vraiment qu'on comprenne que pour une PME, ne rien comprendre de la fiscalité, c'est un danger permanent. Que ce soit en termes de redressement, que ce soit en termes de pénalité, que ce soit en termes de fermeture de votre boîte, que ce soit en termes d'accès aux opportunités. Parce que vous voulez avoir un marché, on vous demandera un quitus de régularité fiscale. Vous voulez avoir un certain nombre de financements, on vous demandera ce bout de papier. Et si vous n'êtes pas en règle, ou si vous n'avez pas pris des dispositions, eh bien, déjà, vous ne pourrez pas. Et de deux, vous ne pourrez pas aussi payer le juste impôt. Le juste impôt, c'est de payer ce qu'il faut sans se tuer, mais aussi sans être en difficulté avec l'institution pour subir, on va dire, des sanctions ou des redressements qui vont mettre en mal votre structure. Donc, en cela, je crois que c'est extrêmement important qu'on puisse davantage cultiver la fiscalité, surtout au niveau des PME, des coopératives, afin de leur donner la chance donc de grandir. La fiscalité, puisqu'on en parle, parlons-en. Et quand on parle bien sûr de la fiscalité au Togo, on fait référence à l'Office togolais des recettes. Quel regard portez-vous donc sur la politique fiscale du Togo? Il faut dire que c'est assez compliqué parce qu'il faut dire que d'un côté, je remercie déjà les efforts qui sont faits. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, quand par exemple on prend au niveau donc, de l'institution exécutrice de la fiscalité, des impôts et autres, on a quand même une numérisation ou une informatisation assez poussée donc des organes de l'OTR, où on a par exemple la possibilité de payer en ligne, de faire ces déclarations en ligne. On a un certain nombre de services qui a été dématérialisé, ce qui permet quand même une forme de célérité. Et aussi, je pense que c'est l'occasion pour moi de féliciter le commissaire général de l'OTR qui a montré un sens d'écoute et de co-construction pour aider les structures qui pourront être, on va dire, en difficulté ou qui sont en difficulté à trouver des solutions. Mais je dois reconnaître qu'au jour d'aujourd'hui, pour nous les PME, ce n'est pas facile parce que nous faisons face quand même à des impôts dont on a du mal à respecter. Et il faudrait, et c'est d'ailleurs pour ça au début je disais que je reconnaissais quand même les efforts de l'UPF et du CCSP, donc le comité de concertation État-secteur privé, qui a donc su impliquer les fêtières afin de co-construire. Parce que si les impôts ne s'adaptent pas à la base aura du mal à être en règle avec. Et si les réalités donc du côté des décideurs ne sont pas maîtrisées, par la base que nous sommes, on aura du mal à faire des propositions qui quand même trouvent un terrain d'entente. Parce qu'en gros, ce que nous voudrions, c'est d'avoir justement des solutions pour ne pas tuer nos entreprises, oui. Et que nous reconnaissons que l'État aussi a besoin d'argent pour pouvoir financer son développement et pour pouvoir tenir face à ces charges. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons vraiment besoin qu'au niveau de la loi de finances, et c'est pour moi d'ailleurs l'occasion d'inviter les autres fêtières à s'associer justement à la dynamique, de pouvoir
effectivement co-construire afin que dans la loi de finances, afin que la fiscalité dans notre pays soit adaptée. Et j'informe d'ailleurs que bientôt, le gouvernement togolais a mis en place les grands débats de fiscalité, où avant même de prendre la loi de finances en 2026, il y a des discussions qui seront faites par l'ensemble des différents acteurs, leurs difficultés, leurs propositions, qui vont être, on va dire, intégrés dans la nouvelle loi de finances. C'est fondamental. Et ça, c'est pour le compte de 2026. 2026. En 2025, l'exercice avait déjà commencé. Vous allez voir que nous avons eu la TVA qui a été revue, l'assujettissement à la TVA qui est passé de 60 millions à 100 millions, ce qui soulage une catégorie des PME. Nous avons les droits d'assises qui ont été aussi accordés donc, aux PME locales afin qu'elles soient beaucoup plus compétitives. Et pour ceux qui veulent construire leur première maison, on a eu aussi un certain nombre de, on va dire, de facilités. Oui. Et il faut faire en sorte qu'en 2026, que les PME, les coopératives, les autres fêtiers qui vivent des difficultés, qu'on puisse trouver des terrains d'entente. Et pour ce faire, c'est sur la table de négociations, de discussions que cela se fait. Il faut maîtriser, il faut faire des propositions qui trouvent donc un terrain d'entente des deux côtés pour qu'on puisse s'en sortir. Parfait. Le gouvernement du Togo, sinon, a mis en place des mesures pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Comment ces initiatives peuvent être accompagnées d'une meilleure éducation fiscale pour les PME et garantir par la même occasion la pérennité de ces dernières? Ok. Je pense qu'il faudrait vraiment que des programmes de formation continue soient davantage mis en avant. C'est-à-dire que pour pérenniser, il faut former, il faut sensibiliser, il faut vulgariser. Il faut aussi rendre la fiscalité ou la loi de finances accessible à tous. On doit quand même retenir qu'il y a des gens peu instruits. Et même, il y a beaucoup de PME, beaucoup de coopératives qui sont dans le cas. On n'a pas besoin de faire de grandes études pour comprendre la loi fiscale. Donc, il faudrait traduire ces genres d'informations en langue locale, la rendre accessible dans toutes les sphères, aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines. D'ailleurs, même le ministère de l'économie et des finances, je salue le ministre de l'économie et des finances, à partir du CSPP, met en place une émission pour les entrepreneurs qui va même aller dans les radios communautaires en langue locale pour expliquer un certain nombre de réalités ou d'informations de façon terre à terre. C'est des exemples de programmes comme ça qu'il faut vraiment promouvoir et surtout multiplier afin que chaque opérateur économique, futur ou présent, puisse avoir les informations et la compétence nécessaire pour comprendre et pouvoir contribuer. Si vous voulez que les gens s'impliquent, que les gens respectent, il faut qu'ils comprennent. Et il faut aussi, par exemple, mettre en place des structures ou une cellule dédiée aux PME au niveau, par exemple, de l'OTR, qui va vraiment gérer les défis en lien avec les PME locales. Et si on a ce cadre-là qui va, on va dire, faciliter l'échange entre les fêtiers, les organisations et les décideurs ou les institutions sur particulièrement les PME et les coopératives à la base. Et là, ça permet d'aborder un certain nombre de défis qui sont particuliers donc, à chaque opérateur. Donc, en gros, voilà, il faut continuer à inclure, à écouter, à co-construire des programmes. Il faut aussi rendre l'information, la sensibilisation le plus proche possible donc de la cible des coopératives, des PME. Et il faut mettre des unités d'écoute et de discussion sur les problèmes, que ce soit en termes de redressement, que ce soit en termes d'abus, que ce soit en termes de difficultés, à pouvoir résorber ça afin d'être, on va dire, un peu plus, d'adhérer un peu plus donc à la politique fiscale. Parfait. Voilà. Le redressement, vous avez fait sortir le mot et sur les réseaux sociaux, on a pu lire le non-respect bien sûr des délais légaux de déclaration fiscale suivi de pénalités, voire de redressement fiscal dans des cas extrêmes peut conduire à la fermeture d'une entreprise. Connaissez-vous des cas avérés
qui ont bien sûr vécu cette situation-là? Oui, absolument. J'en connais plusieurs. D'ailleurs, on a des cas où une entreprise BTP a eu des difficultés. Une entreprise BTP, par exemple. Non, quand même. A eu des difficultés oui. Et a été fermée, redressée du fait déjà de ne pas attendre, on va dire, déclarer, de ne pas attendre, payer ses acomptes et autres. Et en fait, par exemple, le cas que je donne, c'est le cas de beaucoup. Sur le terrain, dans les faits, la plupart de ceux-là qui font face à des difficultés comme ça, il y a des choses aussi qu'ils peuvent faire qui vont, on va dire, rendre beaucoup plus gérable ces genres de situations, comme ne pas couper le pont avec l'OTR. Vous savez, généralement, les gens ne s'informent pas forcément. Ils ne sont pas au courant de leurs obligations et des délais. Et ils ne savent même pas quelles sont les pénalités. Et il y a quelque chose, des fois, quand on dit, certains ont du mal à l'accepter. L'OTR, c'est l'institution exécutrice. L'OTR ne fait qu'appliquer a priori la loi fiscale. Donc, si la loi dit que, en cas de retard, vous devez payer telle pénalité, eh bien, on vous applique ça. Voyez? Et il y a des délais aussi à respecter. Si vous n'avez pas de moyens, il faut aller vers, et c'est pour ça même il faut faire partie des fêtières comme les nôtres. C'est-à-dire, quand vous faites partie d'une organisation professionnelle, que vous avez des problèmes, c'est plus facile de passer par l'organisation qui va porter votre doléance, votre plaidoyer, que de gérer ça seul, isolé dans votre coin. Donc, on a eu des cas comme ça, la mauvaise gestion donc, du dossier fiscal. Par exemple, la structure BTP dont je parle se fait accompagner par un cabinet qui n'a pas bien fait son travail, ça a créé d'autres problèmes. Lui-même, il a des factures non payées, il a des problèmes avec la banque, il se retrouve redressé. Bon, et ce sont ces erreurs-là qui coûtent cher. Mais on peut éviter cela. Pas forcément les problèmes de redressement, pas forcément les problèmes de difficulté pour payer les impôts, mais les autres problèmes comme les pénalités, comme le fait de fermer et de perdre tout, on peut anticiper ou quand le problème est là, aider à gérer au mieux ce problème-là. Et ça, c'est pour les entreprises. Ouais. Et les coopératives aussi. Oui, et dans le même cas, quelles seraient vos recommandations à l'endroit, bien sûr, de l'OTR? Alors, je pense que souvent l'OTR dit que nous sommes leurs partenaires. Et les recommandations, peut-être, c'est de continuer à être, on va dire, un peu plus... Je ne sais pas si l'expression est la bonne, mais un peu plus compréhensif et tolérant. Parce que d'un côté, on comprend que lorsqu'on est en faute, lorsque la faute vient de nous, a priori, on est censé assumer, mais ce n'est pas si simple que ça. Donc, d'être, indulgent, c'est l'expression que je cherchais. D'être indulgent, mais aussi de continuer la sensibilisation, la vulgarisation. D'être davantage aussi à l'écoute pour pouvoir trouver ensemble des solutions. Parce que je dis toujours, quand une entreprise ferme, c'est quand même moins d'impôts, c'est-à-dire moins d'argent dans la caisse de l'État. Et donc, qui dit moins d'argent... Et dans le même temps, le taux de chômage grimpe. Exactement. Voilà. Si on va plus loin, l'impact macroéconomique, l'impact sur le pays, on va voir le taux de chômage, la pauvreté qui se pérennise. On a aussi les défis sécuritaires et tout. Mais de façon immédiate, c'est des boulots même au sein des institutions comme ça aussi qui vont être à mal, qui peuvent se fermer. Mais aussi, c'est des opérateurs qui auraient pu davantage contribuer. Donc, que l'OTR ne se fatigue pas et surtout le langage. En fait, parfois, c'est pas parce qu'on a le droit de faire quelque chose qu'on n'a pas forcément à avoir un peu de compassion, d'empathie, à avoir un peu de l'humanisme. Oui, c'est-à-dire, je ne sais pas si j'ai dit humanisme, ça va sembler peut-être exagéré, mais vous savez, parfois vous avez affaire à un malade qui ne veut pas être guéri. Dans ma langue, on dit un fou qui sait qu'il est guéri n'est plus fou. Ouais. Et quand il est malade, parfois même il s'en prend à toi-même. Ouais. Mais si tu veux le guérir, tu vas oublier les coups qu'il te donne, tu le soignes. Quand il ira mieux, il sera le premier à te remercier. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut avoir ce sens d'empathie et aussi continuer par se dire que ce n'est pas... Moi, je suis convaincue que lorsqu'on est bien sensibilisé et qu'on a les moyens,
payer n'est pas tant le problème. Ouais. Voilà. Quand on a des entrées... oui, c'est ça. C'est juste que payer. quand on a beaucoup de difficultés, on ne sait pas... À part quelques véreux... voilà. Il y a des véreux. Ouais. Et justement, il ne faut pas faire en sorte que les véreux entachent les bons citoyens. Autrement, tout le monde sera en difficulté et ça sera dommage. Mais sincèrement, je reconnais qu'il y a des gens de l'OTR, ils sont professionnels, ils sont à l'écoute. Mais malheureusement, il y en a aussi qui font que c'est difficile donc de reconnaître ça. Parfait. Pour peu que nous faisions des efforts, chacun de son côté, je crois qu'on peut trouver des solutions. Alors, dans la même situation, est-ce que vous pensez qu'il serait bénéfique d'offrir bien sûr des incitations fiscales aux PME qui respectent leurs obligations fiscales? Faut-il les accompagner? Absolument. Moi, je dirais même que c'est incontournable. Moi, je pense même qu'on peut créer un label PME responsable, fiscalement responsable, qui va avoir, par exemple, des opportunités d'accès au marché, des facilités au niveau administratif. Je pense que nous avons, en fait, le cerveau humain aime la gamification, aime on va dire, la motivation. Et donc, il faudrait avoir justement cette possibilité-là d'encourager ceux qui font des efforts. Parce que je rappelle quand même que nous sommes dans un environnement économiquement difficile. Aujourd'hui, l'économie au niveau mondial, c'est pas facile. C'est pas nous, les pays qui sont en développement, qui allons nous en sortir. Créer son entreprise, la gérer tous les jours, c'est des problèmes. Si vous n'avez pas un cardio, comme on le dit dans notre jargon, ça va être très compliqué. Et donc, nous, à la CEGET, nous pensons que on peut avoir des incitations concrètes, non seulement pour encourager les PME coopératives qui sont en règle, mais aussi pour encourager ceux qui sont dans l'ombre à sortir de l'ombre. Parce que si le fait de rester dans l'informel est plus incitatif ou est plus bénéfique que de sortir à la lumière, vous voyez que ça va être difficile de sortir de l'informalité. Oui. Donc, créer justement ces programmes-là ou ces labels ou ces solutions à la fois pour ceux-là qui respectent, on va dire, qui font l'effort d'être en règle avec l'OTR, avec les autres programmes, puisqu'on parle de fiscalité, donc avec l'OTR, mais aussi continuer dans la démarche qui se fait aujourd'hui à définir des politiques beaucoup plus accessibles à tous. Parce que si le droit d'entrée est difficile, inaccessible, même avec une bonne volonté, on aura du mal à être en règle. Comment les PME peuvent-elles tirer profit des nouvelles technologies pour améliorer leur gestion fiscale et respecter les délais? Ça, c'est une très belle question parce que nous sommes trop dans l'oralité. Oui. La plupart des entreprises, des coopératives, même les plaintes, on ne les documente pas. Les gens se plaignent, mais ils ne sont même pas capables d'aider. Aujourd'hui, quand on parlait de l'hôtel, il y a le numéro vert. Combien utilisent le numéro vert pour dénoncer les abus sur le terrain? Très peu. Mais à chaque rencontre, nous nous plaignons. Donc, il faut sortir de l'oralité. Et aujourd'hui, justement, on est à l'ère où on n'a plus d'excuses, du moins pour ceux qui sont dans les milieux accessibles à l'Internet. Et donc, il y a des solutions. Nous, par exemple, à la CEGET, nous avons créé un CRM qui permet à nos membres de pouvoir gérer digitalement leur entreprise. Il faut avoir une maîtrise sur votre entreprise. Donc, aujourd'hui, on a ces solutions qui peuvent même être paramétrées de sorte à avoir des alarmes pour vous rappeler que vous devez aller payer vos impôts. Parce que des fois, nous sommes tellement occupés. On est au four au moulin. Vous êtes le commercial, vous êtes le comptable, vous êtes le technicien qui fabrique le produit. Vous êtes à la fois partout. Et des fois, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas le temps. Donc, si on a des solutions qui permettent de nous rappeler que, mais tiens, il faut payer ses impôts, il faut faire ses déclarations, mais aussi, il y a des solutions numériques qui existent. Aujourd'hui, je parlais de l'information. Beaucoup doivent s'informer pour utiliser les outils digitaux que l'OTR met à disposition. Une fois que nous entourons déjà de ça, et il y a l'IA, qui est une puissance incroyable, qui n'est pas assez utilisée. Pourquoi? Peut-être parce que c'est méconnu, ou peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment d'engouement pour apprendre de nouvelles choses. Donc la technologie est une solution très intéressante. Elle peut nous aider à mieux comprendre un certain nombre de choses. Elle peut nous aider à mieux gérer, maîtriser notre entreprise, mais aussi à faire face à nos délais pour ne pas
tomber donc dans les retards et pouvoir sortir donc son entreprise de son gouffre si on est en difficulté. Voilà. Parfait, merci bien pour ces explications. C'est pratiquement déjà la fin. Quel serait ce message que vous aurez souhaité transmettre aux entrepreneurs des PME concernant l'importance, bien sûr, de la culture fiscale? Je dirais, la fiscalité n'est pas une punition. C'est le reflet de notre engagement citoyen. Nous ne devons pas voir en la fiscalité une punition ou une contrainte. Je dirais aussi, entreprendre ne suffit pas. Il faut se faire accompagner. Il ne faut pas rester isolé. C'est l'occasion pour moi d'inviter toute PME ou toute coopérative qui n'est pas encore dans une organisation professionnelle de la rejoindre. Elle peut nous rejoindre à la CEGET, rejoindre d'autres si c'est ce qu'il y a de mieux pour elle, mais il ne faut pas rester seul. Parce que en tant qu'entrepreneur, c'est nous qui vivons nos défis. En tant que coopérants, c'est nous qui connaissons nos défis. On ne doit pas se permettre de rester dans son coin et se plaindre. L'entrepreneuriat ou la fiscalité, ce n'est pas une question d'émotion. Vous avez beau pleurer, vous avez beau crier, si vous ne prenez pas les meilleures décisions, votre entreprise ne va pas être viable. Vous allez fermer votre boîte malheureusement, malgré les sacrifices et autres. Et je pense que avec un bon accompagnement, avec une bonne organisation où on est accompagné, la fiscalité ne sera pas forcément on va pas forcément aimer ça, voilà, mais au moins on aura des problèmes en moins et on pourra mieux se développer. Voilà. Vous êtes Médissa Sama, présidente bien sûr de CEGET, Confédération des juniors entreprises du Togo. Merci d'être passé. Merci beaucoup à vous, Mathieu. Mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité un peu partout et à Tindiassi. Nous sommes au nord-ouest du Togo. Merci et à très vite.